Bonjour et bienvenue à TV Scale Up, le podcast du Village des entrepreneurs. Le Village des entrepreneurs est une initiative de Togo Mall à travers laquelle les entrepreneurs ont accès aux services et aux ressources dont ils ont besoin pour leur croissance. À travers TV, les entrepreneurs ont accès à un soutien pratique, personnalisé et sectoriel, leur permettant d'avoir accès à des expertises telles que les ressources humaines, le marketing, la communication et le packaging, entre autres. À travers ce podcast, nous allons interviewer les experts résidents de TV qui nous diront un peu sur leur parcours et nous parlerons en détail de leur domaine d'expertise. Aujourd'hui, nous avons avec nous Regina Boliwa, qui est consultante et expert en affaires juridiques. Regina, bonjour. Bonjour Edoudi, Monsieur Adodo, enchanté. Merci. Donc, je vais commencer tout simplement en te demandant de nous faire peut-être un petit résumé de ton parcours et ce qui t'a poussé à devenir experte dans l'affaire juridique. D'accord. Merci Edou. Je suis très honorée, enchantée de pouvoir m'entretenir avec vous cet après-midi et de parler un peu de ce que nous allons faire et nous allons offrir aux entrepreneurs qui exposent au sein de Togo Mall. Mon parcours, il est tout simple. Je me définis comme une multipotentielle qui tout naturellement a fait des études de droit ici à l'université de Lomé, nanti d'un master en droit et d'un autre master en gestion de projet. Alors le hasard m'a amené à travailler au sein de plusieurs multinationales et dans des institutions privées parapubliques. J'ai commencé une carrière au sein du département marketing et développement de Saham Assurance, devenu aujourd'hui Sanlam, où j'ai appris la technicité des produits assurantiels. Vous savez, les assurances, c'est aussi du droit, parce que c'est des couvertures de risques. Et donc, plus tard, j'ai poussé ma curiosité. Je suis allée faire des certifications, une au Centre international de formation du BIT à Turin, où j'ai obtenu un certificat en stratégie intégrée pour la formalisation des acteurs de l'économie informelle. Et j'ai fait un autre certificat aussi au Collège de Paris en médiation et en arbitrage international. Et riche de ça, j'ai intégré la Caisse nationale de sécurité sociale, où j'ai officié au sein du département des affaires juridiques et des études actuarielles. J'ai contribué à l'extension, au projet d'extension de la protection sociale qui sont déployés aujourd'hui. En plus de cela, donc, je continue pas à décrire mon parcours. En plus de cela, j'ai eu la chance d'intégrer la Chambre de commerce européenne, au sein de laquelle j'ai travaillé comme déléguée à rendre opérationnelle et dynamique, attractive la Chambre de commerce pour permettre aux entreprises européennes désireuses de s'implanter au Togo ou qui sont déjà au Togo, de développer librement leur activité. Donc, c'était très, très environnement des affaires. Voilà un peu. Aujourd'hui, je suis consultant pour un choix personnel pour plusieurs organisations, dont notamment TV, que j'ai l'honneur de servir. Voilà comment je peux résumer mon parcours. D'accord. Justement, j'allais te demander, au sein de TV, quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu peux apporter aux entrepreneurs qui font partie de Togo Mall ou des autres entrepreneurs aussi qui auraient besoin d'un service juridique? Avant de répondre à cette question, il faudrait qu'on clarifie la notion d'entrepreneur. C'est qui un entrepreneur au sens juridique du terme? L'OHADA, donc son acte uniforme relatif au droit commercial, a essayé de répondre à cette question en désignant l'entrepreneur commun que nous connaissons sous l'appellation d'entreprenant. Et donc, selon l'article 30 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général, un entrepreneur, c'est une personne, donc un individu, une personne physique, qui organise librement ses activités et répond de ses actes. Et l'OIT est allé plus tard aussi clarifier cette notion en disant que l'entrepreneur ou l'entreprenant, selon l'appellation, la désignation, c'est quelqu'un qui exerce une activité indépendante. Il n'a pas de supérieur hiérarchique et dans les domaines tels que l'agriculture, l'artisanat et le commerce. Donc, vous voyez que quand on dit entrepreneur, il y a derrière une forte connotation de gain, donc activité génératrice de revenus. Qui dit activité génératrice de revenus invite le droit.
Parce que là où il y a l'argent, il y a des problèmes. Voilà un peu comment je pense qu'au sein de TEVI, je peux aider les entrepreneurs qui y sont à organiser leur activité au mieux afin de prévenir les risques juridiques, minimiser leur impact. Je vais essayer de leur apporter mon expertise en termes d'explication du cadre légal et juridique qui régit notre économie togolaise. Voilà. De ton expérience, quels sont certains des problèmes récurrents auxquels font face les entrepreneurs togolais en ce qui concerne les problèmes juridiques? D'accord. Les problèmes les plus récurrents auxquels nous, entrepreneurs, faisons face, je peux les citer, ils sont très nombreux, mais je peux énumérer quelques-uns. On a récurremment du mal à se formaliser. Donc, on a un problème de formalisation de l'entreprise. On a un problème de statut. Le choix du statut adéquat selon le domaine, la taille, l'activité exercée, la cible, etc., les partenaires. On a un problème de formalisation des partenariats. On recrute des gens sans formaliser. On contacte des fournisseurs, les échanges ne sont pas formalisés. Parfois, on engage. Donc, on a des engagements qui ne sont pas formalisés. Donc, toute l'activité est opaque. Et quand un problème survient, il n'y a pas de traçabilité. Et il y a un problème aussi de stature. Est-ce que l'entrepreneur se considère comme un travailleur à part entière qui participe au développement socio-économique? Voilà les questions auxquelles les entrepreneurs sont récurremment confrontés. D'accord. J'aimerais justement continuer sur ce thème. J'aimerais parler de contrat et le droit commercial. Pour les entrepreneurs, quelles sont certaines des clauses importantes qu'ils doivent inclure quand ils pensent à entrer que ce soit en partenariat ou en tout cas avoir un contrat commercial? Les ingrédients indispensables lorsqu'on caresse l'idée de nouer un partenariat avec une tierce personne, c'est déjà l'identité dans un contrat, l'identité des parties, l'objet du contrat, la rémunération, donc c'est la contrepartie, les délais d'exécution, la forme de résolution des litiges et la juridiction qui va, si un litige naît, la juridiction qui peut accueillir ce litige. Et donc voilà un peu, par exemple, les ingrédients qu'il faut mettre dans un contrat. Quelles sont, de ton expérience, peut-être, les sources les plus récurrentes de litiges? L'argent, donc le manque de rémunération, la mauvaise foi de l'une des parties, ou même les délais. Voilà, le non-respect des délais d'exécution, voilà, le non-respect des obligations, les délais et le non-respect des clauses de rémunération. Ouais. À mon avis, c'est ça. D'accord. Donc, j'aimerais continuer j'aimerais peut-être aborder le sujet du recouvrement. Mais d'abord, j'aimerais parler peut-être de ce qu'on peut appeler peut-être les contrats implicites et en particulier les accords verbaux. Donc, justement, vous avez parlé de formalisation. Quel poids est-ce que les accords verbaux ont au Togo d'un point de vue légal? Parce que, comme on le sait souvent, justement, comme vous avez dit, des fois, il y a des conversations qui se font et peut-être il y a un accord qui se trouve. Mais est-ce que du moment que c'est fait oralement, est-ce que ça a toujours un sens? Et je veux même ajouter à ça et dire, par exemple, les échanges électroniques. Est-ce que des échanges électroniques peuvent aussi compter ou d'un point de vue légal peuvent être contraignants pour des parties? D'accord. Ben, je vous remercie pour la question. Alors, il faut noter que les accords verbaux sont valables, même s'ils ne sont pas conseillés, parce qu'à la fin, ils posent un problème de preuve. Voilà. Par contre, ils sont reconnus, ils sont valables. D'accord? Parce qu'il y a une présomption de bonne foi quand les parties se rencontrent et commencent par nouer des relations d'affaires. Il y a la bonne foi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quant à la matérialisation des accords, c'est ce que nous venons de dire, elle est indispensable parce qu'elle laisse des preuves. Les écrits électroniques sont des preuves. Même si le cadre juridique aujourd'hui, il est embryonnaire au Togo, les discussions tendent à trouver un soubassement pour que les échanges électroniques puissent valablement servir comme preuve. Voilà. Lié à ça, il y a quelque chose qu'on voit souvent maintenant, qui sont les contrats de non-divulgation.
souvent, il précède le partage de certaines informations. J'aimerais demander, d'après toi, est-ce que ces contrats-là sont utiles et dans quelles circonstances est-ce qu'ils peuvent être utilisés ou pas? C'était- La non-divulgation d'informations, c'est la confidentialité. Parce que lorsqu'on se fait confiance sur un certain nombre de choses, qu'on a décidé d'un commun accord de se les partager, alors il serait criminel que je puisse retrouver ces informations ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'environnement des affaires est un environnement hautement concurrentiel. L'information, elle est une ressource très capitale. Donc, ce genre de clause est très valable lorsqu'on est en train de discuter ou de poser les bases d'une affaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, les clauses de confidentialité, elles sont très importantes parce qu'elles posent les bases de la confiance dans une relation d'affaires. J'aimerais parler maintenant de recouvrement. Et j'aimerais te demander quels sont les leviers, qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire dans le cas où un prestataire refuse de le payer? Comme je l'ai dit, mon rôle au sein de TV, c'est de conseiller les entrepreneurs qui exposent à Togo Mall, ici. Alors, quand un partenaire refuse de payer une créance, je recommande d'abord la médiation. Je vais tenter de résoudre à l'amiable la situation. Et lorsque je tente en vain de concilier les parties, je recommande à l'entrepreneur d'aller dans le recouvrement forcé, en commençant par une mise en demeure et avec acte d'huissier. Et plus tard, voilà, il peut évoluer vers la saisine conservatoire, etc. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent à un entrepreneur d'entrer dans ses droits. D'accord. Mais il faut toujours commencer par amiable, la voie amiable. D'accord. J'aimerais parler maintenant du droit du travail et du recrutement. Quelles sont certaines des obligations légales d'un employeur envers ses employés au Togo? Pour parler des obligations légales d'un employeur envers ses employés, on va parler des obligations qui pèsent d'abord sur l'employeur lui-même. Il doit se déclarer en tant que travailleur. Lui-même doit se déclarer pour se prémunir des aléas. Donc, il se déclare, il déclare ses collaborateurs, il paye les salaires, les rémunérations et il paye les impôts. Voilà les principales obligations qui pèsent sur un employeur. Lié à ça, j'aimerais demander comment est-ce qu'on gère, par exemple, un licenciement de manière légale afin d'éviter les litiges? La question du licenciement devrait être la solution fatale. C'est-à-dire que quand on a essayé toutes les dispositions d'avertissement, en tout cas toutes les sanctions prévues par la loi avant d'aller à un licenciement, parce qu'il faut regarder du point de vue social de l'emploi, économique, du point de vue social et économique de l'emploi, le licenciement devrait être en dernier recours. Et la loi a prévu plusieurs mécanismes pour y arriver. On ne pourra pas finir de les citer sur ce plateau. Donc, je suppose que l'autre aspect de la question, on a parlé des droits des employeurs. J'aimerais maintenant poser l'autre question qui est quels sont les droits des employés, quels droits ils ont envers leur employeur? Ils ont des obligations. Des obligations. Et ils ont des droits. Et le tout est mentionné dans des documents en temps normal pour une entreprise qui se veut sérieuse. Un employé qui est embauché a un contrat et il a un cahier de charges et il y a des attributions. Voilà ses obligations. Et ses droits, ce sont les bénéfices en contrepartie que l'employeur lui reverse. C'est notamment son salaire, c'est des congés payés, c'est des congés, maladie, c'est des couvertures, c'est de la protection sociale. Il y a tout un mécanisme. Les droits, ils sont nombreux. Et tout ça est mentionné, soit, comme je l'ai dit, dans le contrat ou à la fin dans les documents annexes qu'on remet à un employé qui vient d'intégrer une structure. Donc, il a droit à son salaire, il a droit à un repos médical en cas de maladie, il a droit à une couverture d'assurance pour ceux qui le peuvent, il a droit à
à être déclaré auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il a plusieurs droits, comme je l'ai dit, et tout doit être consigné pour que l'employé puisse le savoir. Voilà. Quelque chose qui figure des fois dans les contrats de travail, ce sont les clauses de non-concurrence. Qu'est-ce que c'est une clause de non-concurrence et pourquoi est-ce que ça serait utile pour un entrepreneur de l'inclure? Une clause de non-concurrence amène l'employé qui a été recruté et formé. Parce que quand vous intégrez une structure, on vous forme aux méthodes de production, de vente et tout ce que vous voulez de la structure. Alors, maintenant que vous maîtrisez le circuit d'exploitation de la structure, vous connaissez son portefeuille client, ses fournisseurs et ses partenaires, l'employé peut décider de quitter et d'ouvrir son propre cabinet ou d'ouvrir sa société et d'être l'un des concurrents. Donc, alors, les sociétés aujourd'hui, pour se prémunir contre toutes ces tentatives de détournement, la plupart du temps, c'est des clients, insèrent des clauses de non-concurrence, mais cette clause doit être limitée dans le temps, c'est le plus important. Une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps. Voilà ce que je peux dire, sinon elle est valable. D'accord. Est-ce qu'on a une idée en termes de limitation dans le temps? Est-ce que c'est un an, plus que ça? En moyenne, 3 ans. 3 ans. Voilà. Ma question est par rapport au secteur informel. J'aimerais demander, est-ce qu'un entrepreneur qui est dans le secteur informel peut jouir des mécanismes juridiques? Oui, comme tout citoyen, il a accès à la justice. Par contre, dans l'exercice de son activité, il serait bien qu'il aille vers la formalisation. Et pour ce faire, l'État a mis en place plusieurs mécanismes pour amener les acteurs de l'informel à formaliser leurs activités pour profiter de plusieurs mécanismes de financement, d'accès au marché international et de promotion de leurs produits et d'accès à la justice commerciale et tout ce que vous voulez. Donc, tout comme l'initiative TEVI qui est là, tout ça, c'est des mécanismes pour accompagner les entrepreneurs parce que vous ne pouvez pas exposer à Togomol si vous n'êtes pas formalisé, vous ne respectez pas un certain nombre de règles intérieures à Togomol. Donc, c'est des mécanismes qui sont là pour amener les entrepreneurs vers la formalisation. Et plus on a formalisé notre entreprise, plus on bénéficie d'une personnalité morale juridique reconnue. Et dans ce sens, vous avez plusieurs facilités. Voilà ce que je peux dire. Mais en tant qu'individu, il a accès à la justice et à tous les instruments juridiques. D'accord. Gina, merci beaucoup. Merci Chaleureusement d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous permettre d'avoir une compréhension un peu plus approfondie sur les outils à disposition des entrepreneurs et l'importance d'avoir un conseil juridique. Je vous en prie, monsieur Adedo. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent en ligne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et vous pourrez avoir des informations par rapport à TEVI que vous pourrez trouver dans la bio en dessous de cette vidéo. Merci encore, Regina, énormément pour avoir discuté avec nous. Et suivez-nous très bientôt pour un prochain épisode de TEVI Scale Up. Merci beaucoup.